Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News. Il est 19h. Voici les titres de l'édition principale de ce mardi 14 mai. Rafah, Nusayrat ou encore Jabalia, regain de tension et de violence à Gaza au 221e jour de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne. Le bilan des victimes affiche près de 90 martyrs et plus de 200 blessés en moins de 24 heures. Et nouveau bain de sang à Nusayrat, l'entité sioniste bombarde à l'aveugle maison et école de l'UNRWA, bilan provisoire 40 martyrs. Relations diplomatiques entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, porteur d'un message du président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie Ahmed Attaf atterrit ce mardi à Masqat. Le président russe Vladimir Poutine en visite en Chine à l'invitation de Xi Jinping. En fin de semaine, première visite à l'étranger pour le locataire du Kremlin depuis sa réélection en mars dernier. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 221 jours de guerre génocidaire menée par l'entité sioniste contre la bande de Gaza, le bilan des victimes connaît une hausse considérable. Il atteint en ce mardi 14 mai les 35 173 martyrs et 79 061 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation a commis au moins 8 massacres contre les civils palestiniens, pour un bilan de 82 martyrs et 234 blessés durant les dernières 24 heures. Illustration de la barbarie sioniste, ce nouveau drame d'envergure à Nusayrat. Au moins 40 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs la nuit dernière à la suite d'un bombardement de l'armée sioniste ayant ciblé une maison de 4 étages appartenant à la famille Graja ainsi que d'autres immeubles appartenant à d'autres familles palestiniennes au sud du camp de Nusayrat. L'opération meurtrière qui a également ciblé une école de l'UNRWA a fait une dizaine de blessés. Les forces sionistes ont ciblé une maison appartenant à la famille Al-Ashkar au niveau du camp de Nusayrat. Cette attaque a fait une dizaine de martyrs ainsi qu'une dizaine de blessés, car cette maison s'élève sur 4 étages et abrite un grand nombre de déplacés de Nusayrat, mais également ceux qui sont arrivés de Rafah il y a 2 jours. Nous sommes des déplacés et nous vivons à l'école Nusayrat. Nous dormions à 2h30 quand l'explosion s'est produite. Nous nous sommes réveillés à cause du bruit et du feu qui rentrait à l'intérieur des chambres. Nous avons commencé à éteindre les flammes avec des vêtements et des draps. Des petits-enfants et des bébés dormaient dans notre chambre ainsi que mon fils de 3 ans. Les sauveteurs sont venus et nous ont évacués. Et à peine 24 heures après l'escalade d'hier dont a été victime la région de Jabalia au nord de l'enclave palestinienne, la zone a une nouvelle fois été la cible des bombardements sionistes intensifs faisant plusieurs victimes parmi les civils palestiniens, notamment au niveau d'une polyclinique de l'agence de l'UNRWA. Et selon des sources locales, au moins 20 corps de martyrs ont été sortis des décombres hier à la suite des bombardements qui ont ciblé cette fois-ci des maisons à Khan Younes, mais également à Rafah, au sud de l'enclave palestinienne.
Et un membre des services de sécurité des Nations Unies a été tué lundi lors d'une attaque sioniste contre son véhicule à Gaza. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole des Nations Unies. Il s'agit de la première victime internationale de l'ONU depuis le début de l'agression sur Gaza. Rappelons tout de même que quelques 190 employés palestiniens de l'ONU y ont été tués, principalement du personnel de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Le secrétaire général est profondément attristé d'apprendre la mort d'un membre du département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies et les blessures d'un autre lorsque le véhicule de l'ONU a été frappé alors qu'il se rendait à l'hôpital européen de Rafah ce lundi matin. Le secrétaire général condamne toutes les attaques contre le personnel de l'ONU et appelle à une enquête complète. Il présente ses condoléances à la famille du membre du personnel décédé. Le nombre de déplacés palestiniens y ont été contraints, voire forcés de quitter Rafah, s'élève depuis le 6 mai courant à 450 000 personnes, selon l'UNRWA. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens précise également que les réfugiés à Rafah souffrent de famine et d'épuisement et que leur seul espoir de survie est le cessez-le-feu. L'office onusien a par ailleurs alerté sur les opérations de bombardement et autres ordres d'évacuation dans le nord de Gaza qui ont conduit à de nouveaux déplacements et à l'instauration de la peur parmi des milliers de familles palestiniennes. Nulle part où aller, telle est l'expression qui définit le mieux la situation des déplacés palestiniens piégés à Rafah. Certains d'entre eux ont regagné Khan Younes, un peu plus au nord, pour s'abriter dans une école de l'UNRWA tombée en ruine sous les bombardements sionistes. Souila Kilal. Ils unissent leurs efforts pour déblayer et nettoyer les couloirs et les salles de classe de cette école de l'UNRWA, complètement saccagée par des mois de bombardements sionistes. Épuisés, ces déplacés ont dû une énième fois fuir la menace sioniste. De Rafah où ils s'étaient réfugiés, ils se sont dirigés vers Khan Younes, trouvant refuge dans cet établissement scolaire en ruine d'El Mawassi où aucune commodité n'existe. Ils nous ont ordonné d'évacuer les écoles de Rafah. Nous sommes donc venus à Mawassi, à Khan Younes, dans cette école de l'UNRWA. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement détruite. Nous ne pouvons pas y abriter nos enfants. Il n'y a pas d'eau, rien à manger ni à boire. L'école a été incendiée. C'est invivable. Nous sommes venus dans cette école chercher un abri. Nous n'avons pas trouvé mieux. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas de vie. Regardez notre situation. Les trous béants au sol, les murs éventrés et noirs de fumée traduisent de la violence des attaques qu'a subi cette école censée être un refuge sûr pour les réfugiés palestiniens. Démunis, abandonnés et traqués, les Gazaouis traversent la période la plus sombre de leur histoire. Nous sommes désespérés. Où pouvons-nous aller? Il n'y a plus de place. Il n'y a pas d'endroit où se réfugier. Les refuges sont surpeuplés. Nous n'avons eu le choix que de retourner dans un endroit où les Juifs se sont retirés. Nous sommes obligés de rester ici. Des images qui nous replongent 76 ans en arrière, rappelant le douloureux souvenir de la Nakba de 1948. Des décennies après, l'histoire se répète. Et justement, à la veille de la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba, le génocide à Gaza plonge les Palestiniens dans de douloureux souvenirs et une histoire qui ne cesse de se répéter, celle de la confiscation de leurs terres, de leur vie et de leur identité. Naïla Hamouda. La Nakba, catastrophe en arabe, un souvenir douloureux à vif dans la mémoire des Palestiniens. Il renvoie à ce dramatique 15 mai 1948, au lendemain d'une scandaleuse proclamation de l'entité sioniste, faussaire de l'histoire, comme seule autorité et État légitime sur les terres de la Palestine. Point de départ du calvaire des Palestiniens, leur expulsion, la confiscation de leurs terres et leur exode qui dure depuis 76 ans. De novembre 1947 à avril 1949, quelques 800 000 Palestiniens sont délogés de leurs maisons, expropriés et expulsés de leurs terres qui les a vus naître. Ils sont chassés vers des camps de réfugiés en Cisjordanie occupés, dans la bande de Gaza et dans les pays arabes limitrophes.
Ils attaquaient des villages éloignés des zones peuplées, tuant en quittant le village. Nous n'avions aucune formation au maniement d'armes ni au combat. La propagande arabe disait à l'époque que les gens partiraient pendant un certain temps, d'1 mois à 40 jours, et ensuite ils rentreraient chez eux. Alors, nous avons pris une partie de nos affaires, pas tout, et nous sommes allés dans la région de Jénine. Quand nous avons réalisé que la durée était prolongée, nous avons pensé à retourner pour rassembler le reste de nos affaires. À notre retour, nous avons trouvé la ville assiégée. Certains habitants sont tombés en martyrs et d'autres étaient toujours présents, mais nous avons été déportés de force. L'entité sioniste aurait pris le contrôle de 700 villes et villages palestiniens, détruit plus de 500 et commis 70 tueries et massacres. Un nettoyage ethnique qui se faisait par la mort, la peur et la terreur. C'est une vengeance. Cette destruction a pour but un déplacement forcé, soit vers l'Égypte, soit vers la Jordanie. Ils veulent nous expulser pour réaliser leur projet. L'objectif de longue date du Grand Israël, de l'Euphrate au Nil, le soi-disant Grand Israël est leur rêve. 76 ans plus tard, le drame continue. La souffrance demeure encore aujourd'hui la même que celle d'hier. Les agressions génocidaires et les crimes sionistes contre l'humanité se perpétuent, notamment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, où le massacre sioniste contre les civils a atteint une ampleur sans précédent dans l'histoire récente, avec un bilan des plus macabres de morts et de blessés, dont 67% de femmes et d'enfants qu'a connu la Palestine depuis le début de l'épuration ethnique il y a 76 ans. La population palestinienne est de plus en plus poussée vers les déplacements massifs forcés, associés à l'implantation illégale de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, la perte d'habitation, de moyens de vivre, d'infrastructures et de ressources naturelles suite aux séries de frappes aériennes, terrestres et maritimes sionistes depuis le 7 octobre dernier. Gaza est devenu un cimetière à ciel ouvert. La Nakba reste le projet sioniste permanent, car après 76 ans de dépossession, les Palestiniens craignent une Nakba encore plus grande. Dans un autre contexte, le chef du gouvernement et de la diplomatie qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, a annoncé que les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza sont arrivées à une impasse. Le chef de la médiation qatari précise par ailleurs que l'opération sioniste d'invasion terrestre de Rafah a fait reculer les choses. Il relève aussi l'ambiguïté de la partie israélienne en ce qui concerne les conditions de la fin de l'agression génocidaire sur l'enclave palestinienne. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une certaine dynamique, mais malheureusement, les choses n'ont pas évolué dans la bonne direction. En ce moment, nous sommes presque dans une impasse. Bien sûr, ce qui s'est passé à Rafah nous a fait reculer. Il n'y a aucune clarté sur la manière d'arrêter la guerre du côté israélien. Je ne pense pas qu'ils envisagent cela comme une option. Même quand nous parlons d'un accord et de l'éventualité d'un cessez-le-feu, beaucoup de politiciens, vous savez, se rétractent en déclarant qu'ils resteront là et continueront la guerre. Et on ne sait pas exactement à quoi ressemblera Gaza après cela. Direction le continent africain pour parler Palestine. La Cour internationale de justice a annoncé mardi la tenue d'audiences jeudi et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud, qui a notamment saisi la juridiction pour demander à l'entité sioniste le retrait de ses troupes de Rafah. La plus haute juridiction de l'ONU entendra jeudi les avocats de l'Afrique du Sud. Pretoria demande en effet à la CIJ d'enjoindre l'entité sioniste de garantir qu'elle se retirera immédiatement et cessera son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah et prendra immédiatement toutes les mesures efficaces pour garantir et faciliter l'accès sans entrave de l'assistance humanitaire, selon la requête publiée la semaine dernière.
Et les travaux des réunions ministérielles préparatoires du 33e sommet de la Ligue arabe ont débuté ce mardi à Manama, capitale du Bahreïn, avec la participation du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf. Ces réunions ont porté sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors du précédent sommet tenu à Jeddah, en Arabie Saoudite, ainsi que sur les principales questions proposées pour inscription à l'ordre du jour du sommet de Manama, en tête desquelles la cause palestinienne et les derniers développements liés à la sécurité nationale arabe dans toutes ses dimensions. À cette occasion, les efforts consentis inlassablement par l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité en soutien à la question palestinienne ont été particulièrement salués, notamment son rôle dans la prise en charge des priorités urgentes imposées par la conjoncture à Gaza. Outre ces efforts déployés en vue de l'admission de la Palestine comme État à part entière de l'ONU, note un communiqué des affaires étrangères algériennes. Et en marge de ces réunions, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a tenu une série de rencontres avec ses homologues jordaniens, Iman Safadi, mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk et yéménite, Mohsen Zendani. Outre les questions bilatérales, les discussions ont porté sur la coordination bilatérale sur un certain nombre de dossiers arabes et africains, mais également les questions internationales d'actualité au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour ce qui est du cas du Yémen. Et en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf est arrivé ce soir à Masqat, capitale du sultanat d'Oman, porteur d'un message écrit de la part du président Tebboune au sultan Haytham Ben Tarak. Zoom à présent sur le dossier libyen. Les langues se délient pour dénoncer les entraves faites au retour à un processus électoral, seule voie sérieuse pouvant sauver le pays du drame des périodes transitoires. Quelques semaines après sa démission, l'ex-envoyé spécial onusien chargé du dossier libyen, Abdoulaye Batili, et à l'occasion d'une longue interview accordée au site des Nations Unies, a déclaré que les Libyens aspirent à la démocratie et à la liberté. Selon Batili, certaines parties extérieures ont soutenu des initiatives parallèles dont le but était de saper les efforts onusiens. L'ancien envoyé spécial onusien a également fustigé certaines attitudes visant à faire prévaloir les ambitions personnelles au détriment de l'intérêt du peuple libyen en faisant perdurer la crise. Un mémorandum d'entente algéro-italien dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique visant à renforcer la coopération bilatérale en prévision de l'établissement d'un partenariat dans la recherche scientifique a été signé mardi à Alger. La cérémonie de signature du document a été coprésidée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien Kamel Beddari et la ministre italienne des universités de la recherche Anna Maria Bernini. Nous signons une convention cadre pour développer la coopération jusqu'à ce que nous arrivions au stade de partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur et plus particulièrement le volet pédagogique en vue de favoriser la création d'un environnement pédagogique unifié entre les universités algériennes et italiennes susceptibles de renforcer les relations académiques. Nous avons évoqué avec Monsieur le ministre l'importance des relations historiques entre nos deux pays et nous avons insisté sur la profondeur des liens fraternels et culturels, ainsi que nos racines communes et qui constituent notre avenir en commun. C'est en soi l'esprit de l'accord que nous avons signé aujourd'hui pour le partage d'expériences académiques et dans la recherche scientifique. Et le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz GECF, Mohamed Hammal, entame à partir de ce mardi une visite de travail de 2 jours en Algérie. Selon un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines algérien, dans le cadre de cette visite, Hammal a été reçu
ce mardi par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'inscrivant dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le GECF en matière de recherche scientifique et d'innovation. Il sera procédé lors de cette visite à la mise en place d'un plan et d'un programme d'action à court, moyen et long terme de l'Institut de recherche sur le gaz GRI, qui a été inauguré, rappelons-le, le 29 février dernier à Alger. L'emploi des jeunes en Algérie est au cœur de la stratégie de l'État visant à renforcer le tissu entrepreneurial pour booster l'économie du pays. Parmi l'arsenal juridique déployé durant les dernières années figure la création du statut d'auto-entrepreneur. Son apport dans le secteur agricole était en discussion cette semaine à l'est du pays. Reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban. La promotion du statut d'auto-entrepreneur et la création d'opportunités économiques pour les jeunes Algériens dans divers secteurs, notamment dans l'agriculture, ouvre la voie à une transformation économique et sociale significative. Une initiative peut favoriser la diversification des activités économiques en Algérie et au Maghreb. Oui, alors le statut d'auto-entrepreneur, c'est un maillon qui manquait dans le statut économique et social algérien. Maintenant, c'est un statut qui est en place et qui va permettre à plusieurs niveaux de promouvoir l'auto-entrepreneuriat, la création de nouvelles entreprises, surtout dans des secteurs qui existent déjà, mais aussi dans des secteurs innovants et dans les nouveaux métiers. Le statut d'auto-entrepreneur offre aux jeunes la possibilité de démarrer une activité agricole avec des formalités administratives simplifiées et des avantages fiscaux intéressants. Il y a des mesures d'avantages, on va dire, pour le statut d'entrepreneur qui sont l'affiliation à la CASNOS avec un paiement d'abonnement annuel réduit en ordre de 24 000 dinars seulement, contrairement à ce qui se fait dans les autres activités. Donc la fiscalité de l'auto-entrepreneur, c'est l'UFU, l'impôt forfaitaire unique. Donc l'auto-entrepreneur, il paye à la fin de l'année fiscale une moyenne de 0,5% de son chiffre d'affaires annuel. Il a la possibilité aussi, l'auto-entrepreneur, d'avoir un compte bancaire commercial. Déjà, en obtenant le statut, il élargit son marché, donc qui était restreint. Donc, quelqu'un qui est dans l'informel, il travaille avec des particuliers, donc en cash, on va dire, il reçoit ses commissions en cash. L'auto-entrepreneur, lui, il travaille en toute légalité, donc il a la possibilité de travailler avec des entreprises publiques, des écoles, des hôpitaux, etc. Depuis le Covid, nous avons restreint un petit peu les groupes et nous avons... ProAgroJeunes est un atelier qui vise à sensibiliser les jeunes porteurs de projets sur les opportunités offertes dans le secteur agricole ainsi qu'à leur offrir les outils et mécanismes nécessaires pour démarrer leur propre entreprise. Cet atelier vise également à encourager l'entrepreneuriat local et stimuler le développement économique au niveau régional. Dans le reste de l'actualité, pour sa première visite à l'étranger depuis sa réélection, Vladimir Poutine se rendra en Chine le 16 mai pour une visite d'État de 2 jours. Les deux pays commémorent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Poutine se rendra en Chine le 16 mai pour une visite d'État de 2 jours. Il s'agit du premier déplacement du maître du Kremlin à l'étranger depuis sa réélection à la tête du pays, soulignant l'importance de Pékin pour Moscou. Par ailleurs, après sa réélection en mars 2023, Xi Jinping avait lui aussi choisi Moscou comme destination pour sa première visite à l'étranger post-réélection. Sur le point de quitter le Kremlin, Xi Jinping avait dit à Vladimir Poutine qu'ensemble ils réalisaient des changements inédits depuis 100 ans. Les présidents russes et chinois font preuve d'une volonté d'afficher leur proximité réciproque sur le plan politique et diplomatique.
Depuis le début du conflit en Ukraine, Poutine et Xi se sont vus 4 fois, alors que le bloc occidental ne cesse de faire appel à Pékin pour faire pression sur la Russie concernant le dossier ukrainien. La visite du président russe portera sur divers dossiers. Les deux présidents participeront à une soirée de gala pour marquer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Ils échangeront leurs points de vue sur les questions internationales les plus urgentes, à savoir le conflit en Ukraine, mais aussi l'agression israélienne sur Gaza, vivement condamnée par Pékin. En outre, la coopération économique et militaire sera au centre des discussions. La Russie se place au premier rang des fournisseurs de pétrole à la Chine, qui est devenue un partenaire économique majeur suite aux sanctions occidentales contre la Russie. Dans un contexte de reformation des blocs, le camp occidental s'est rangé derrière les États-Unis. Pékin et Moscou font front commun face à l'Ouest, dont les intérêts sont menacés en Eurasie. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News.